Donc voilà, bah oui, webconférence ce soir, organisée par l'extension de l'ULB qui m'est chère, à la Maison de la Laïcité qui m'est chère aussi. Donc en effet, je me sens un peu à la maison, mais ça me fait plaisir de vous retrouver tous et tous pour un sujet finalement qui est un sujet d'actualité, la 5G. Quels sont les dangers, quelles sont les opportunités, faut-il la combattre ou la déployer? Mais avant d'enclencher vraiment mon sujet à caractère plus technique aujourd'hui, voilà, oui, mon plan d'exposé, ce sera donc voilà pour commencer un petit mot sur l'ULB. Et puis donc quand on arrivera vraiment à la 5G dans quelques secondes, vous verrez que je pars de la définition Wikipédia qui est un outil que j'aime beaucoup. Je vous parlerai des évolutions technologiques principales de la 5G en essayant de vulgariser au maximum. Je vous donnerai quelques applications et je vais essayer de les appliquer à un contexte local, un contexte rural, un contexte province de Luxembourg, même dans certaines circonstances. On échangera sur les raisons d'être inquiet par rapport à l'arrivée de cette technologie, aussi des raisons d'être favorable parce qu'il y en a, et je m'arrêterai un petit peu plus sur l'argument économique qui est au cœur de l'actualité ces dernières semaines, et puis je tenterai une conclusion et puis on aura l'occasion de débattre. Alors un petit mot sur l'ULB pour dire l'amour que j'ai pour mon alma mater, avec quelques photos ici que j'ai retrouvées pour préparer cette présentation et qui me sont chères. On retrouve l'avenue, la grande avenue avec le fameux Toblerone pour ceux qui ont été à l'ULB. Je leur fais les clins d'œil d'usage. Une petite photo de la GFK où on a passé de si bons moments. Une photo aussi un petit peu plus, pas plus grave, mais un petit peu plus solennelle avec cette stèle pour le groupe G qui était un groupe de résistance et qui a été installé sur le Square Group G, dans les années où j'étais d'ailleurs à l'université. Donc c'est un souvenir marquant pour moi et c'est aussi la place où se retrouve tout, autour de laquelle se trouvent tous les bâtiments pas du cercle polytechnique, mais de l'école polytechnique. Donc je fais un clin d'œil notamment à Séverine qui doit reconnaître très bien cette place. Et puis évidemment le Sienta Vincere Tenebras, fondamental pour notre université. Et je veux d'ailleurs introduire un peu plus loin cette notion. Ceci était un petit mot sur l'extension, mais Paul l'a dit, donc je n'en dirai pas plus. Peut-être simplement mentionner qu'on organise des 5V chaque année. Je ne sais pas si tu l'as dit, Paul. On organise des 5V chaque année. Voici 2 photos de 5V passées. C'est toujours un excellent moment. Vivement qu'on puisse se retrouver à la prochaine 5V à Arlon ou dans les environs. Et donc, pour poursuivre sur l'ULB et pour transitionner petit à petit vers notre sujet, je voudrais partager avec vous 2 citations que vous connaissez certainement. La première, c'est que la pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. Donc c'est une citation d'Henri Poincaré que vous connaissez certainement. Et puis une autre, peut-être un petit peu moins connue, mais tellement vraie, du fondateur de l'université, Pierre Théodore Verhagen, qui dit « Examiner en dehors de toute autorité politique ou religieuse les grandes questions qui touchent à l'homme et à la société, sonder librement les sources du vrai et du bien. Tel est le rôle de votre université, telle est aussi sa raison d'être. » Il me semble que c'est fondamental, peut-être particulièrement pour le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, parce que, je le redirai certaines fois, quelques fois, on entend tout et n'importe quoi, on entend tout et son contraire sur la 5G. Il y a moyen de lire énormément, garder l'actualité, donc rester à jour de l'actualité de la 5G, c'est presque un boulot à temps plein pour le moment, tellement on en lit chaque journal, chaque jour, à son article sur la 5G. Donc il est vraiment fondamental de vérifier ses sources, y compris celle-ci d'ailleurs, parce qu'il se pourrait bien que je fasse quelques erreurs. Peut-être me suis-je mal documenté sur certaines choses et donc n'hésitez pas tout à l'heure, lors des interventions, à rectifier éventuellement certains des éléments. Vérifions tous et tout le temps toujours nos sources, quelles qu'elles soient. Alors voilà, j'en viens maintenant au sujet un peu plus technique après cette intro. Donc, la 5G. Alors, je vous le disais tout à l'heure, je pars de la définition Wikipédia. Donc la voici, on la lira pas, on aura l'occasion de la parcourir ensemble un petit peu plus tard, petit à petit. Mais en tout cas, je vous la recommande pour référence ultérieure parce que c'est une définition qui est plutôt pas mal faite. Et puis Wikipédia, qui est une encyclopédie libre, va aussi dans l'esprit de ce qu'on vient de mentionner. Alors, premier point donc, cette 5G, donc Wikipédia commence sa définition en mentionnant que cette 5G, c'est sans surprise la 5e génération des standards de téléphonie mobile. On parle bien ici de téléphonie mobile par opposition à téléphonie filaire. Elle succède sans surprise à la 4e génération, où il y avait eu une exploitation technologique LTE qui en est la prolongation. Elle succède aussi évidemment à la 2G, 3G, 4G,
Et elle précède aussi la 6G, puisqu'on commence déjà à parler de la 6G. Vous avez peut-être vu que l'Allemagne vient d'investir massivement sur les premières études et les premiers développements de la 6e génération de standards de téléphonie mobile. Alors, quelles sont ces caractéristiques principales? Et c'est là quelque chose de vraiment important. Il y en a 4. Donc, la première chose, c'est que la technologie 5G donnera accès à des débits dépassant largement ceux de la 4G. Premier point. Donc, des débits qui sont largement plus importants que ceux de la 4G. Deuxième chose, c'est des temps de latence qui sont très courts. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est une haute fiabilité. Et quatrième caractéristique, c'est que le nombre de connexions simultanées et le nombre de connexions que peut supporter la 5G est largement plus élevé aussi que la 4G. Alors, j'ai voulu représenter ça par quelques dessins. Il y a toujours des questions de sémantique dans ce type de contexte, mais on parle parfois de débit, on parle parfois de vitesse. En tout cas, toujours est-il que la quantité d'informations qui peut être échangée à la seconde augmente très largement avec la 5G. Ce petit graphique est intéressant. Il vous montre que dans les années 80, on était au tout début et rappelez-vous, les téléphones ne servaient qu'à appeler. On ne faisait que ça. Nos ados seraient bien perdus avec des téléphones qui ne servent à appeler, eux qui utilisent leur téléphone pour tout sauf appeler quasi aujourd'hui. Alors la 2G permettait, vous vous en rappelez peut-être aussi, d'envoyer des SMS. Et puis on a eu la 3G là, qui ouvrait l'Internet et qui ouvrait les premières vidéos, qui permettait de voir quelques premières vidéos. Et puis la 4G qui permettait là de faire Internet vidéo et même des vidéos en meilleure définition. Et puis aujourd'hui, on est dans un contexte avec la 5G où on peut faire tout ce qui précède avec des vidéos en très haute définition et on s'apprête, et on en reparlera, on s'apprête à utiliser possiblement cette technologie pour les voitures autonomes et pour l'Internet des objets. Je passerai quelques minutes sur cet Internet des objets dans ma présentation. Et on voit que l'idée des flèches qui descendent, c'est de montrer en fait la quantité de données qu'on peut transférer, qui se transfèrent à la seconde. Donc un film en haute définition peut se downloader maintenant en quelques secondes. Alors, est-ce que c'est utile ou pas utile? C'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est la réalité de la 5G. Deuxième caractéristique, c'est donc la latence. La latence, c'est en fait pour bien comprendre ce qu'est la latence, il faut imaginer que vous envoyez un signal, vous posez une question au réseau et le réseau doit vous répondre. Et le temps de réponse, le temps qu'il faut pour vous envoyer la réponse, donc la réactivité entre la demande et la réponse, pas en termes de quantité de données, mais simplement entre le moment où on pose la question et au moment où on reçoit la réponse, ça c'est la latence. Et la latence de la 5G, des technologies 5G, diminue drastiquement par rapport à la 4G. Et vous allez voir que c'est très important dans certains contextes, dont celui des voitures autonomes, comme peut le laisser penser cette image. Troisième caractéristique importante, c'est la fiabilité. On connaît tous cette circonstance où on arrive dans un tunnel et on perd le réseau, où on se retrouve sur l'autoroute. D'ailleurs, la 411 dans nos contrées, ça arrive encore, et on perd le réseau. Donc, il y a un problème de fiabilité du réseau, que ce soit par un manque de couverture ou que ce soit parce que il y a trop d'appareils qui essayent d'utiliser le réseau au même moment. On connaît aussi cette circonstance pour, par exemple, les vœux, les vœux qu'on s'envoie le jour du Nouvel An vers minuit. Il arrive que les téléphones ne fonctionnent plus, en tout cas que la connectivité ne suive pas. Donc la fiabilité va aussi largement augmenter avec la 5G. Et puis dernier élément, c'est la simultanéité. Donc c'est la quantité d'objets qui peuvent être connectés au même moment et sur une surface. Et donc ça s'explique d'ailleurs, le dessin ici est assez petit, mais ça s'explique par le fait que pour la 4G, c'est la partie à gauche, en fait le signal est envoyé partout sur la surface qui est couverte, et chaque device, chaque téléphone ou chaque objet connecté va chercher le réseau qui est disponible un peu partout, alors que dans le contexte de la 4G, la technologie est différente et ce sont des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles, devrais-je dire, qui fonctionnent entre l'antenne et l'appareil connecté. Donc la circonstance est un peu différente et ça permet d'avoir ces évolutions donc de simultanéité et de couverture d'appareil par mètre carré. Et on va voir aussi tout à l'heure que ça a un impact positif, mais à mon sens nuancé par d'autres circonstances, mais ça a en tout cas théoriquement un impact positif aussi sur la consommation électrique de ces antennes, puisque les antennes ne fonctionnent que quand elles doivent vraiment fonctionner, alors que dans le cas de la 4G, elles fonctionnent en fait en permanence. C'est un peu comme l'idée d'une lampe qui est allumée en permanence ou
d'un petit capteur de présence qui fait que la lampe s'allume un temps et puis arrive à s'éteindre quand il n'y a plus personne qui est présent dans la zone. Donc voilà, les 4 éléments fondamentaux qui sont des changements technologiques forts et qui ont une série d'impacts qu'on va discuter et qui permettent une série d'applications additionnelles qu'on va discuter sont donc ceux-ci. Alors, une autre façon de le dire, de façon peut-être un petit peu plus précise, mais un petit peu moins vulgarisée, c'est donc que la technologie 5G est pilotée par 8 exigences de spécification. Je vous ai parlé de la plupart. On viendra tout à l'heure sur l'idée que la durée de vie de la batterie des objets connectés peut, grâce à ces nouvelles technologies, mais pas que celles-ci, il y a aussi du LoRa, du Sigfox, etc. Mais en tout cas, la 5G permet d'aller de plus en plus vers des objets connectés dont la batterie peut durer beaucoup plus longtemps. Et vous retrouvez, bon, pour le reste, principalement ce que j'ai mentionné, avec notamment cette latence de 1 milliseconde. Alors, deuxième partie de la définition Wikipédia, c'est pour le ministère de l'économie français, mais en fait pas que pour le ministère de l'économie français, pour tous les ministères de l'économie, et certainement en Belgique aussi, et c'est certainement une considération wallonne pour le moment. Donc pour tous ces ministères de l'économie, c'est une technologie clé. Pourquoi? Parce que ces débits potentiels répondent à une demande croissante de données suscitée par l'essor notamment des smartphones et des objets communicants qui sont connectés en réseau. Ces objets communicants, c'est tous les objets connectés, l'Internet des objets, on va en reparler dans un instant. Elle va favoriser de nouvelles technologies ou de technologies qui existent déjà aujourd'hui, mais qui vont pouvoir voir des domaines d'application additionnels, comme le cloud computing, l'interopérabilité entre ces objets communicants, les réseaux électriques intelligents aussi, donc le smart metering, la domotique, et qui contribuent tous et d'autres encore à l'essor du concept de ville intelligente, les fameuses smart cities, qui ont pour objectif de faire évoluer l'organisation de la cité grâce aux nouvelles technologies, de manière à favoriser le bien-être du citoyen. Alors, cette technologie pourrait aussi développer des synthèses d'images 3D holographiques. L'exploration des données Big Data va aussi être facilitée. Et puis donc le tout Internet, le Internet of Everything, le monde de l'Internet des objets globalisé va aussi voir des évolutions importantes. Alors quelques éléments qui illustrent ça. Donc je ne serai pas ici complet parce qu'on pourrait en parler pendant les heures, mais j'ai voulu prendre ici quelques illustrations, dont des illustrations locales. Donc première, c'est pas vraiment une illustration, c'est simplement une explication ici sur notamment le fait que la 5G permet de gérer des grandes quantités de données. Alors on voit ici le volume annuel de données numériques créées à l'échelle mondiale depuis 2010. Donc nous sommes, alors c'est en zeta-octets, et des zeta-octets, c'est 1000 milliards de gigaoctets. Et donc nous sommes ici entre 2020 et 2025, entre 47 et 175. Excuse-moi Vincent, mais oui. Là, ton schéma, on ne le voit pas, nous, il est en tout petit. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais, mais il n'est pas sur ton écran. Il n'est pas sur l'écran. Celui-ci, le bleu, vous ne le voyez pas? Ben moi, en tout cas, non. Nous, on le voit. Hein. Voilà, alors, je vois. Pardon, c'est un problème chez moi. Peut-être juste sortir et revenir ou fermer la fenêtre et la rouvrir, Paul, de ton côté. Donc nous sommes entre 2020 et 2025, entre 47 et 175 zeta-octets. Donc, et vous voyez les prédictions hein, donc de l'évolution de la quantité de données. On parle ici vraiment de quantité de données qui se partagent sur l'ensemble des réseaux. Et on voit ici aussi l'évolution du trafic de données consommées sur les réseaux mobiles. Alors c'est en France et ça va jusqu'au trimestre 3 2019, donc ça date déjà un peu. Mais vous voyez ici, c'est aussi assez illustratif de vraiment la quantité de données qui transitent sur ces réseaux. Et intuitivement, on peut le comprendre. On s'envoie de plus en plus de petites vidéos, on s'envoie de plus en plus d'images qui sont de qualité de meilleur en meilleur. Et donc la quantité d'informations qui transitent sur les réseaux grandit énormément. Et donc la 5G va amener des améliorations. En fait, va faire plus qu'amener des améliorations. La 5G va permettre l'échange de ces grandes quantités de données. Encore une fois, je dis pas ici que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis simplement que c'est ce que la 5G va permettre si on le souhaite. Alors deuxième exemple, on parlait de smart cities. Et donc alors moi je travaille pour Idelux et Idelux a un des objectifs d'Idelux auquel j'ai contribué, c'est d'aider les villes et communes en province de Luxembourg d'opérer cette transformation digitale
donc d'utiliser de mieux en mieux les nouvelles technologies pour augmenter le bien-être des citoyens. Et donc, encore une fois, la connectivité, y compris la connectivité 5G, peut apporter toute une série de valeurs ajoutées dans ce type de contexte. Et un exemple très sympa, je trouve, un exemple qui est en cours de mise en place à Bastogne, c'est une application pour les touristes qui permettent de voir, donc en réalité augmentée, dans le Bois-Jacques qui est un lieu de la bataille des Ardennes. Ça permet de voir des épisodes de la bataille des Ardennes quand on se trouve physiquement dans le Bois-Jacques, mais en réalité augmentée sur son smartphone. Donc là aussi, vous comprenez que la quantité de données nécessaire pour pouvoir envoyer toutes ces images vers le smartphone et la nécessité d'avoir une bonne réactivité, donc une bonne latence, amène de la valeur ajoutée aussi pour ce type d'application, même si ici c'est une application à caractère plus ludique et plus touristique. Si toutefois on peut considérer que des épisodes de la bataille des Ardennes sont ludiques, peut-être mon mot n'était pas bien choisi, mais vous m'aurez compris. Alors je vais m'arrêter une seconde, faire une petite parenthèse sur cet Internet des objets, parce qu'il y a en province de Luxembourg une circonstance qui me permet de bien expliquer ce que c'est. Quelque chose pour lequel l'AIVE a été précurseur, c'est le phénomène des déversoirs d'orage. Donc je vais vous expliquer en fait ce principe. Bon, vous voyez ici schématisé un peu à l'extrême un réseau d'égouttage. Donc vous voyez les maisons ou des industries ou des écoles ou peu importe qui donc ont des eaux à épurer et envoient donc de l'eau, des eaux grises, des eaux noires dans les réseaux d'égouttage. Ces réseaux d'égouttage, en fait, vont en général jusqu'à une rivière, puisque historiquement, on envoyait tout ça à la rivière, et c'est encore le cas dans pas mal d'endroits, en province de Luxembourg d'ailleurs. Mais petit à petit, les pouvoirs publics organisent donc la collecte de ces eaux usées juste aux abords de la rivière, pour les épurer dans une station d'épuration. Alors, il y a une circonstance particulière qui fait qu'il arrive qu'on envoie malgré tout des eaux usées, des eaux qui proviennent du réseau d'égouttage à la rivière. Et ces circonstances, ce sont les orages. Les orages qui donc amènent énormément d'eau propre, là, pour le coup, puisque c'est de l'eau de pluie. Enfin, elle est grise, puisqu'elle est mélangée à l'autre, mais c'est de l'eau qui a un caractère en tout cas plus propre qu'une eau d'égout sans orage. Et dans ce cas-là, dans certaines circonstances, l'eau d'orage envoie directement l'eau à la rivière parce qu'en fait, l'envoyer dans une station d'épuration aurait un impact très négatif sur la qualité de l'épuration des eaux qui s'y trouvent déjà et des eaux qui y arriveront après. En gros, on amène trop d'eau propre dans une station d'épuration, ce qui n'est pas du tout bon. Et donc, dans ce cas-là, on envoie l'eau malgré tout à la rivière. Et l'impact environnemental est moins mauvais, si je puis dire, dans ce contexte-là. Alors, il y a par contre une circonstance qui est très embêtante. C'est, donc, vous imaginez qu'il y a évidemment des mécanismes automatiques qui font que l'eau part vers la rivière ou l'eau reste dans le collecteur pour partir à la station d'épuration. Alors, une circonstance qui serait très, très défavorable, c'est que cette eau parte à la rivière alors qu'il n'y a pas d'orage. Et donc, la IVE, il y a déjà, je pense que c'est presque une vingtaine d'années, avait développé une solution qui permettait d'allier deux capteurs. Un capteur d'eau de pluie qui se trouvait ici. Alors là, pour le coup, il pleuvait pas, comme vous pouvez voir, mais s'il pleut, le capteur comprend qu'il pleut. Et un autre capteur qui est un capteur d'humidité dans les conduites qui vont vers la rivière. Et il se trouve que s'il y a du liquide dans la canalisation et qu'il ne pleut pas, on a là un problème. Et donc, il y avait une toute petite algorithmique qui permettait en fait d'envoyer dans ce cas-là un signal à un opérateur pour venir résoudre le problème de ce déversoir d'orage qui était défectueux. Donc, on voit bien ici l'intérêt des réseaux de télécommunications, parce que ce sont des endroits qui sont vraiment perdus au milieu de nulle part, très souvent. Et on a besoin donc, quand on a une information d'une défectuosité du dispositif, de devoir envoyer un message. Cet envoi de message passe par de la connectivité et c'est le principe de l'Internet des objets. On a ici un objet qui est ce double capteur, donc cette identification de défectuosité qui doit communiquer avec le réseau, qui est donc un objet communicant, qui est un objet qui parle avec Internet de façon générale. Donc, j'espère que cet exemple vous permet de bien comprendre ce principe d'Internet des objets où les objets sont connectés. Et un autre exemple assez classique, c'est l'exemple de connecteurs dans des endroits qu'il faut nettoyer, des toilettes par exemple.
on peut placer un petit capteur dans les toilettes qui permettent de déterminer si oui ou non il y a eu une utilisation des toilettes, et au bout de X utilisations, l'information est envoyée sur le réseau et ça permet d'envoyer un technicien pour venir nettoyer les toilettes et donc diminuer éventuellement la quantité de nettoyage de toilettes. Voilà un exemple assez classique de la littérature autour de ce phénomène d'Internet des objets. Voilà, je ferme la parenthèse sur cet Internet des objets, mais donc là aussi, alors pas ici parce que les quantités de données sont infimes, hein, c'est juste j'ai un problème ou je n'ai pas de problème, c'est presque un seul bit, c'est l'élément d'information le plus petit, mais dans d'autres circonstances d'objets connectés, notamment pour des caméras de sécurité par exemple, on peut comprendre que l'envoi de grandes quantités de données et une réactivité plus importante peut devenir très utile, et on retrouve là des applications potentielles grâce à la 5G. Alors, il y a plein d'autres capteurs, donc là je vous montrais des capteurs anciennes techno, il y a maintenant évidemment plein d'autres capteurs, il y a des capteurs ici de qualité d'air ou de qualité de l'eau qui sont disponibles et qui là aussi, vous voyez, grâce à cette antenne, communiquent à distance avec le réseau, pas besoin de connectivité filaire, et permettent d'envoyer des informations qui sont récupérées dans ce qu'on appelle le cloud, donc dans Internet si je vulgarise un peu, et qui peuvent être traitées. Alors, je parlais de territoires smart, je parlais de smart cities, de territoires intelligents. Et smart city, c'est un terme qu'on essaye de pas trop utiliser dans les contextes ruraux dans lesquels on est, parce que quand on parle au bourgmestre de Taverdis, qui est une des plus petites communes de Belgique, et qu'on lui dit smart city, il pense, et il a bien raison, à Barcelone, Paris, Bruxelles, etc., aux grandes villes. Et ce qu'on essaye de développer comme idée au sein d'Idelux, c'est que les transformations numériques font aussi du sens pour les zones rurales. Et donc, on parle plutôt de territoires intelligents ou de territoires smart pour coller un peu plus à la réalité de nos circonstances rurales. Et le message ici que je veux passer, c'est qu'un territoire intelligent, un territoire smart, c'est avant tout un territoire connecté. Ça n'est pas que ça, mais la connectivité est évidemment fondamentale pour pouvoir utiliser des outils digitaux. Et on voit en fait ici que sur cette carte qui date d'octobre 2020, qui est proposée par l'IBPT, l'organisme de régulation des télécoms en Belgique, on voit qu'il y a encore des poches assez importantes de 4G, par exemple en province de Luxembourg. Vous voyez, toutes les taches rouges sont des taches, vous l'aurez deviné, plutôt défavorables. Et donc c'est vrai qu'on peut se dire, quand on voit ça, mais avant de déployer la 5G, est-ce qu'on ne déploierait pas déjà la 4G sur nos territoires? Ce qui est une bonne question. Par contre, la 5G peut parfois aussi amener des solutions plus efficaces que la 4G dans certains endroits. On voit d'ailleurs qu'en Italie et en Suisse, la 5G est utilisée dans des zones très reculées pour pouvoir amener de la connectivité là où de la connectivité filaire n'est pas possible. Donc toutes ces cartes sont disponibles d'ailleurs pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, sont disponibles maintenant sur un nouvel outil qui est proposé par l'IBPT, et vous avez l'adresse, l'URL en dessous de ce slide. Vous pouvez voir en fait toutes les cartes de connectivité dans plein de circonstances différentes. Ici, j'ai pris Orange 4G, mais vous pouvez voir Proximus 3G, vous pouvez voir Telenet 2G, vous pouvez voir plein de choses. Donc là aussi, la connectivité 5G peut amener dans certaines circonstances des avantages pour ces territoires, mais comme je le disais, peut-être veut-on déjà une connectivité complète sur l'ensemble du territoire avant de résoudre des problèmes spécifiques. Voilà, c'est tout le débat. Alors, j'en viens là à d'autres situations, à d'autres usages. Il y a un usage qui est bien connu dans la littérature, c'est la télémédecine. Donc, c'est cette idée qu'on peut réaliser, grâce à ces nouveaux outils de communication, grâce à notamment ici, vous pouvez comprendre que la latence est fondamentale. Parce que télémédecine, c'est donc par exemple organiser, peut-être pas très clair ici, je vais commencer par expliquer ce que c'est. Donc, la télémédecine, c'est par exemple réaliser une opération à distance. Et donc, grâce à des bras robotisés pilotés à distance par un chirurgien, c'est réaliser une intervention chirurgicale, donc à distance. Et la petite vidéo que je vais vous montrer ici est une vidéo qui a été réalisée en décembre 2020, et c'est un petit test. Alors, c'est une banane, là, pour le coup, qui était opérée. La banane était en Californie, le chirurgien était à Londres, et la connectivité, donc les télécommunications qui ont été utilisées pour envoyer les signaux depuis le chirurgien à Londres jusqu'à la banane en Californie, c'était notamment de la connectivité 5G. Donc voilà, je vais lancer la petite vidéo, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc on coupe dans la banane. Vous remarquez le placement de produit bien joué de Chiquita, hein, qui a dû payer quelques milliers d'euros pour être là.
Et donc, vous voyez là la banane qui est recousue, donc toujours à distance, par un chirurgien qui était à Londres et la banane était en Californie. Donc voilà, ces applications-là, on en parle par exemple pour les pays encore en voie de développement, qui n'ont pas accès, enfin qui n'ont peut-être pas suffisamment de chirurgiens sur place, et qui pourraient donc, on pourrait imaginer des populations opérées par des chirurgiens qui se trouvent à distance. On peut aussi penser à nos zones rurales, et je rentrerai pas dans le grand débat de la localisation du nouvel hôpital Vivalia là, en province de Luxembourg, mais on sait que donc dans nos zones rurales, il faut réaliser pas mal de kilomètres pour certains, en tout cas, pour arriver jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et donc, dans certaines circonstances d'urgence, on pourrait imaginer un véhicule mobile équipé de ce type de technologie qui communiquerait avec un chirurgien à distance, notamment grâce à de la connectivité 5G. Et comme je le disais tout à l'heure, la réactivité du réseau et la nécessité d'envoyer des images qui sont de très bonne qualité et donc qui sont de taille volumineuse se comprend aisément. Et donc, des technologies comme la 5G permettraient de réaliser ce type d'activité de télémédecine. Autre application dont on parle souvent quand on parle de 5G, c'est les véhicules autonomes. Donc, l'idée que ce soit la voiture qui conduit pour nous, plus besoin de conduire, la voiture s'occupe de tout et elle nous amène à notre destination sans que nous ayons à la piloter. Cette voiture autonome, alors j'aime bien cette image parce que ça permet de comprendre assez aisément la quantité incroyable d'informations que les algorithmes doivent traiter pour pouvoir organiser l'autonomie de cette voiture. Vous voyez ici toute une série d'objets dans l'image, des voitures qui passent, un monsieur qui passe, des feux, de la signalisation. Il faut que ces informations soient captées par la voiture. Il faut que ces informations puissent générer des calculs qui permettent à la voiture d'aller dans telle direction ou telle direction, de freiner ou de ne pas freiner, d'accélérer, bref, de réaliser ce qu'on fait chacun d'entre nous quand on conduit une voiture, mais là, pour le coup, sans nous. Et on comprend là aussi aisément la nécessité d'avoir des latences très faibles pour que la réactivité de la voiture soit très bonne. Si elle prend une bonne décision, mais 3-4 secondes trop tard, il y a évidemment problème solide. Et on peut aussi percevoir la quantité de données qui doit transiter sur les réseaux et donc aussi la nécessité d'aller vers des technologies comme la 5G. Une précaution peut-être, il n'y a pas que les technologies 5G qui permettent à une voiture de communiquer avec le reste du monde. Il y a aussi d'autres technologies, mais en tout cas la 5G est une des options potentielles pour organiser donc la connectivité de ces voitures dans nos environnements. Voilà, donc j'ai essayé de brosser là en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, les principales évolutions technologiques et quelques applications. Il y en a pas mal d'autres, mais j'ai voulu rester relativement succinct ici. Et je vous propose maintenant d'aborder les éléments de débat autour de ces technologies. Et comme Wikipédia le dit, à l'inverse de ces ministères de l'économie. Je reviens au contenu précédent. Donc, les ministères de l'économie considèrent que c'est une technologie clé. À l'inverse, poursuit Wikipédia, des mouvements de contestation se développent de la part des associations d'électrosensibles notamment, mais pas que, et des scientifiques qui s'opposent à cette technologie. Alors, tous les scientifiques ne s'opposent pas à cette technologie, on l'aura compris, mais en tout cas, il y a des poches de population qui s'opposent à cette technologie au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, au nom de ses effets possibles sur la santé, sur la biodiversité, et aussi, et on en parlera, c'est un sujet que j'apprécie, l'absence de démocratie quant à son déploiement et ses objectifs. On y arrivera dans un instant. Et donc, je vais développer en fait ici 3 arguments. L'argument environnemental, l'argument médical et l'argument sociétal et démocratique, qui sont donc 3 pistes pour étudier pourquoi il y a un tel, dans certains cercles en tout cas, un tel refus de continuer à développer et à déployer la 5G. Pour plein de bonnes raisons, vous verrez que je suis aligné avec pas mal de ces raisons d'ailleurs. Alors, l'argument environnemental, quelques éléments pour le décrire. Première chose, c'est que les antennes et les technologies associées aux antennes, je ne rentre pas ici dans les détails, mais les antennes les spécificités techniques des antennes font qu'on va devoir les multiplier. Il va falloir multiplier les antennes et les sites pour pouvoir avoir une couverture de cette 5G suffisante pour les applications qu'on a mentionnées. Et donc ça, je pense que c'est de nature
à nuancer ce qu'on entend souvent sur l'impact positif environnemental, en tout cas énergétique, de ces antennes que je mentionnais tout à l'heure, avec les ampoules qui s'éteignent, et je prenais l'analogie que les ampoules qui s'éteignent et qui s'allument. Donc il y a de façon théorique un impact positif énergétique pour ces antennes, mais le fait de devoir les multiplier et les installer à plein d'endroits fait qu'à mon sens, ça va certainement se compenser. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut vraiment savoir quel va être l'impact énergétique du passage à la 5G, parce que c'est une équation avec énormément de paramètres qui peut évoluer dans pas mal de directions. Je pense que nous verrons ce que ça donne d'un point de vue énergétique, mais je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir conclure là-dessus. Ben voilà, c'est ce que je mentionnais. Donc, la multiplicité des antennes et des sites impacte certainement les consommations énergétiques. Consommation énergétique aussi, d'ailleurs, des appareils mobiles. Il n'y a pas que les antennes qui envoient le signal, il y a aussi les appareils qui reçoivent le signal. Ces appareils, comme nos smartphones, utilisent évidemment de l'énergie pour être rechargés. Et donc là aussi, on peut voir une augmentation potentielle des consommations énergétiques. Alors, en termes d'argument environnemental, il y a bien entendu la production physique de ces antennes et la production des objets connectés, donc de nos smartphones et de tous les autres objets connectés auxquels on peut penser et auxquels on ne pense peut-être même pas encore et qui viendront dans les prochaines années. La production de ces antennes et de ces objets connectés a évidemment un impact environnemental parce qu'il y a notamment des minerais qu'on doit extraire pour pouvoir les produire. Donc, il me semble là indiscutable que il y a un impact environnemental au déploiement de la 5G, et pas que, évidemment, au développement des nouvelles technologies. Voilà, le remplacement accéléré des smartphones. Si la technologie 5G se développe, et je pense qu'elle va se développer, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on y viendra tout à l'heure, ça va générer aussi un remplacement possiblement accéléré des smartphones, puisqu'on voudra un téléphone 5G, ce qui n'est pas le cas de la plupart des téléphones aujourd'hui. Alors, il y a tout un débat autour de l'impact des ondes électromagnétiques sur la faune, voire même sur la flore. C'est très compliqué d'avoir un avis tranché. Enfin, avoir un avis tranché, ça on peut l'avoir, mais avoir des informations précises sur les impacts, c'est très difficile. Comme je le disais en début d'intervention, on peut lire tout et son contraire sur ces éléments. Mais il y a en tout cas là certainement, de mon point de vue, un point d'attention. Ma conclusion du moment, c'est qu'on ne peut ni démontrer de manière très claire qu'il y a un impact sur la faune, et on ne peut pas non plus démontrer qu'il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, on reste encore dans l'expectative, et dans ce contexte-là, les principes de précaution me semblent évidemment fondamentaux, et continuer à étudier ces sujets. L'ensemble de ces sujets est évidemment fondamental. C'est un des messages de cette présentation. L'autre élément qui me semble aussi fondamental et auquel on pense probablement pas suffisamment de manière un peu plus profonde, c'est la notion d'éco-conception, c'est-à-dire de concevoir de façon éco-responsable dès le début. Ici, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'éco-conception pour ces nouvelles technologies 5G. Les développements de ces nouvelles technos ici, donc de nouveaux standards de télécommunication, ne sont pas, je pense, éco-responsables dès la conception. Peut-être cherche-t-on à les rendre éco-responsables plus tard. Peut-être cherche-t-on à les décrire comme possiblement éco-responsables sur certains de leurs aspects, certainement, mais il n'y a pas une volonté intrinsèque, initiale, fondamentale de réaliser de l'éco-conception. Et ça me semble, je réutilise le terme fondamental pour le futur, c'est de travailler à ces progrès technologiques, mais en les éco-concevant dès le départ. Deuxième argument, c'est l'argument médical. Alors, bon, il y a là un peu de technicité que je maîtrise d'ailleurs pas tout à fait, à vrai dire, mais il y a notamment cette circonstance qui veut que ce sont de nouvelles fréquences qui sont utilisées. Donc les ondes électromagnétiques ont des fréquences différentes pour la 5G que pour la 4G. Et donc, il y a une littérature qui existe sur le fait que ces nouvelles fréquences utilisées, on les connaît pas bien, et donc on peut pas vraiment déterminer quel peut être l'impact sur notre santé et sur la santé des animaux par extension. Alors il y a aussi tout un débat autour des puissances de ces antennes, parce que ces puissances, on doit les contrôler, on doit les déterminer, on doit les contrôler de manière à ne pas arriver à des seuils de puissance qui peuvent avoir des impacts négatifs pour la santé. Et donc là, un des messages, mais je vais y revenir au slide suivant, c'est que les normes wallonnes et bruxelloises, même la norme flamande, est encore très sévère, mais je développerai ça dans un instant. Donc les impacts précis sur la santé ne sont pas connus. Donc là aussi, on est dans une circonstance où, d'après la littérature que j'ai pu voir en tout cas,
on peut pas vraiment déterminer qu'il y a un impact médical certain. On peut pas non plus déterminer qu'il n'y a pas d'impact médical du tout. Et donc, on reste là aussi dans une situation où des études additionnelles sont vraiment fondamentales. Et donc ici, le message, c'est qu'à mon sens, il faut identifier des normes efficaces, des normes équilibrées, et puis il faut surtout les faire respecter, c'est ce qui me semble fondamental. Je crois que les organismes de contrôle sur ces matières sont relativement efficaces. En tout cas, l'IBPT, je crois, fait un travail solide autour de ces matières. Je pense que c'est l'IBPT qui est chargé de le contrôler. Et puis, il faut continuer, même message que pour l'environnement, il faut continuer à étudier les impacts pour déterminer petit à petit, au gré des connaissances qui progressent, si oui ou non des impacts sur la santé peuvent être démontrés, ou si au contraire on peut arriver à démontrer qu'il n'y en a pas. Puis ce qu'il faut faire aussi, c'est tenir compte des publics cibles différenciés, parce qu'il y a des personnes qui sont électrosensibles, par exemple. Je pense qu'il est fondamental de tenir compte de ces publics cibles différenciés quand on déploie ce type de réseau. Il faut intégrer ce type de circonstances aussi dans les réflexions du déploiement de ces nouvelles technos et tenir compte aussi des modes de consommation de l'ensemble de ces nouveaux outils. Alors, je vous disais que j'allais m'arrêter une seconde sur les normes, donc j'emprunte ici un slide à Agoria. Vous pourrez d'ailleurs retrouver, si vous voulez prolonger l'étude de ces sujets, une très bonne présentation d'Agoria sur la 5G sur YouTube. J'ai le lien un peu plus bas, je pense. En tout cas, si vous googlez Agoria 5G sur YouTube, vous trouverez rapidement la présentation qui est vraiment bien faite et qui intègre notamment ce slide où vous voyez qu'en fait, et c'est quand même très intéressant, très éclairant de voir ça, c'est que l'Union européenne a une norme à ne pas dépasser pour les diffusions de ces ondes de 41,2 volts par mètre. Vous voyez ici la norme actuelle en région, enfin début mars en tout cas, début mars 2021, tout change très vite, mais je pense qu'en Flandre ça a déjà un peu évolué, mais je crois qu'à Bruxelles ça n'a pas encore évolué. En tout cas début mars 2021, donc il n'y a pas si longtemps, la norme était 50 fois plus basse que la norme de l'Union européenne. En Flandre, elle était 4 fois plus basse et en région wallonne, elle était un peu entre les deux, sachant que les manières de mesurer ces normes, en tout cas la manière de les imposer est un peu différente. En Wallonie, c'est 3 volts par mètre par opérateur et par technologie, donc 5G, 4G, 3G, etc. À Bruxelles, c'est 6 volts par mètre pour tous les opérateurs, pour toutes les technologies et toutes les bandes de fréquences. Donc vous voyez, c'est très sévère. Et en Flandre, ça va jusqu'à 20,6 volts par mètre. Mais encore une fois avec certaines circonstances de calcul. Et donc vous voyez en fait ici qu'il y a une double application du principe de précaution en Belgique. Pourquoi une double application? Parce qu'en fait cette norme de 41,2 volts par mètre qui est une norme européenne, c'est aussi la norme, on est très proche de la norme de l'OMS qui, si je ne me trompe pas, si je retrouve mes copions, non je les retrouve pas. Ah si voilà, la norme de l'OMS est 41,5, donc on est vraiment très proche. Pourquoi double principe de précaution? Parce que cette norme de 41,5, c'est déjà une norme qui a été choisie par l'ICNIRP, qui a réalisé donc cette recommandation de 41,2 volts par mètre, ce qui est déjà 50 fois inférieur au seuil au-delà duquel les premiers effets sur la santé sont établis. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir sur des seuils inférieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, les effets sur la santé sont établis aujourd'hui avec les connaissances que nous avons, sont établis à 50 fois au-dessus du 41,2 volts par mètre. Donc, si vous prenez les normes bruxelloises, on serait là, si je vais vite, à 250 fois en dessous de la norme au-delà du seuil, au-delà duquel les premiers effets sur la santé sont établis. J'insiste sur le terme établi. Voilà, qui vous donne une indication, en tout cas, de cette circonstance normative que nous avons en Belgique. Alors, argument environnemental, argument médical, et puis maintenant argument sociétal et démocratique. Je vous disais, il me plaît particulièrement parce que on est là au cœur peut-être aussi de notions de vivre ensemble, de notions de démocratique, de notions d'organisation efficace de la cité qui sont aussi au cœur de l'action de la Maison de la laïcité et certainement la volonté aussi de l'ULB d'être actif sur ces circonstances. Et le premier point ici que je voulais mentionner, c'est que cette 5G, en fait, un des problèmes, je crois, de cette 5G, c'est que c'est porté par des entreprises et des États.
c'est fondamentalement des entreprises, des grands acteurs économiques ou des petits acteurs économiques, mais des entreprises, des acteurs économiques et des États, les pays, les régions, les pouvoirs locaux qui portent ce projet de 5G. Et ça donne, en fait, je crois, pour le citoyen, une impression à tout le moins, de déficit démocratique. Et on entend d'ailleurs beaucoup les ministres wallons essayer de surfer sur cette double vague de nécessité, et je les suis, de nécessité de développer la 5G, je pense que c'est nécessaire, mais aussi de le faire dans un contexte démocratique correct, dans un contexte démocratique, si je puis dire, et de le faire aussi dans un contexte environnemental et un contexte médical contrôlé. Mais il y a en tout cas cette circonstance, je pense aujourd'hui, d'impression de déficit démocratique du citoyen qui voit en fait cette 5G portée par des entreprises et des États et qui n'arrivent pas, et je vais réutiliser ce mot un peu plus loin, à s'approprier finalement cette technologie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des enjeux géopolitiques très très importants qui existent, notamment au niveau mondial. Ce qui est intéressant d'étudier, c'est que les antennes sont produites en Europe avec Ericsson et Nokia, et en Asie, avec plusieurs constructeurs, dont Huawei. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de producteur d'antennes, vous avez vu ce que Huawei essaye, ce que là, les États-Unis essayent de faire avec Huawei. Donc, il y a tout ça pour dire, sans rentrer dans trop de détails, qu'il y a des enjeux géopolitiques très importants au niveau mondial. Il y a aussi des enjeux géopolitiques au niveau plus local, avec, vous pouvez le deviner, vous le savez peut-être, une course qui se passe entre pays européens et une course qui se passe aussi entre régions en Belgique. Les normes sont différentes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, et ça peut avoir des impacts sur les évolutions de l'appropriation de ces technologies par les entreprises. Donc le citoyen ne s'y retrouve plus et questionne la nécessité ultime du progrès que représente la 5G. Je pense que ça, c'est fondamental dans le débat qui s'opère aujourd'hui autour de ces questions. C'est qu'il y a un déficit de compréhension et encore une fois un déficit d'appropriation de ce que c'est cette 5G. C'est aussi ce qui me pousse à communiquer dans le sens que je fais aujourd'hui pour essayer d'amener des éclairages sur l'ensemble de ces questions. Donc on questionne la nécessité ultime du progrès que représente la 5G, mais que représente aussi toute une série d'autres évolutions technologiques. Et je pense d'ailleurs que la 5G stigmatise, cristallise aujourd'hui une vraie question sur la nécessité du progrès. Parce que cette nécessité du progrès qu'on peut remettre sur le métier, alors c'est la 5G, mais c'est aussi tellement d'autres choses. Possible impact sur la fracture numérique, bah oui, à partir du moment où les usages sont plus poussés, ça veut dire que celles et ceux d'entre nous qui ont des difficultés à comprendre ce monde numérique, comprendront ce monde numérique encore un petit peu moins bien puisque les usages seront plus poussés. Et donc il y a là une nécessité d'être très attentif à cette fracture numérique qu'on connaît d'ailleurs un peu plus qu'ailleurs dans les zones rurales dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, il y a tout le sujet de la désocialisation potentielle des jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, et du temps qu'on passe de plus en plus sur nos téléphones et sur Internet. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors, c'est certainement pas que bien, ça c'est sûr. Il y a peut-être des avantages, mais il y a aussi certainement des inconvénients. Et c'est vrai que le fait de développer des technologies de communication qui permettent d'avoir de meilleurs films avec des meilleures qualités, avec toute une série de meilleures choses sur nos outils, qu'on utilise au jour le jour, et moi le premier, ça participe à peut-être regarder encore un peu plus son téléphone et peut-être se parler de face à face de moins en moins. Il y a là tout un débat aussi qui pourrait faire l'objet d'une conférence à lui seul, le sujet. Et puis il y a un lot de fantasmes autour du complotisme, du Covid, etc. Vous avez ce petit dessin ici que j'ai trouvé plutôt bien fait, avec cette idée qu'on a pu voir il y a à peu près une année, là, je pense que ça s'est calmé un peu maintenant, mais sur le fait que la 5G propageait le Covid-19. Donc, c'est évidemment n'importe quoi, mais ces fake news participent évidemment à un grand questionnement de la population et aussi à ce déficit d'appropriation et cette impression de déficit démocratique. Alors, quelle solution à ça? Je pense que d'abord, il faut mieux étudier les avantages et les inconvénients. Je l'ai dit, il faut continuer à faire des études pour comprendre l'impact environnemental, l'impact médical. Il faut le communiquer aussi. Je ne mentionne pas ici dans la phrase, mais j'ai un slide après qui montre l'intérêt aussi de communiquer. Il faut communiquer sur ces avantages et ces inconvénients de manière beaucoup plus forte, de manière aussi parfois plus plausible, parce que
on voit beaucoup d'arguments qui sont un peu naïfs et qui essayent de convaincre la population, mais la population n'est pas dupe, je pense. Et donc, il faut communiquer sur ses avantages et aussi sur ses inconvénients de façon plausible vis-à-vis du citoyen. Et puis, une idée fondamentale, c'est de faire de ces progrès technologiques des biens communs. Là, je pense qu'il y a vraiment une idée centrale ici, c'est que ces progrès technologiques devraient être considérés comme des biens communs par notre population. C'est le cas de l'électricité. Quand l'électricité a été déployée, c'était 1800 et des brouettes, si je me trompe pas, l'électricité est déployée. On avait très peur de l'électricité au début dans les habitations. Qu'est-ce que cette électricité allait nous faire? Aujourd'hui, c'est complètement un bien commun et on ne pourrait pas imaginer vivre sans cette électricité. Alors oui, donc voilà, en termes de communication, donc il y a le Consumer Lab d'Ericsson qui en octobre 2020 a sorti ces 2 chiffres suite à une étude et vous avez la référence ici en dessous du slide. Donc 70% des Belges souhaitent être mieux informés sur les avantages de la 5G et j'imagine aussi par extension des inconvénients. Et 58% des Belges disent ne pas savoir faire la distinction entre une information correcte sur la 5G et une fake news, d'où la nécessité de communiquer. Comme toujours, c'est l'éducation qui est au centre, en tout cas qui est un des éléments fondamentaux de la résolution de l'ensemble de ces problèmes. Alors j'en arrive petit à petit au bout. Dernière partie, c'est donc on a vu les évolutions technologiques, on a vu des applications, on a vu là ces dernières minutes les raisons d'être inquiet avec donc cet argument environnemental, cet argument médical et l'argument social et démocratique. Mais il y a aussi des raisons d'être favorable. Donc il y a quatre sujets ici que je veux évoquer. Le premier sujet, c'est donc l'argument environnemental, donc positif. Donc il y a la possibilité de sortir quelques arguments positifs d'un point de vue environnemental. Je vous le disais, il y a cette notion de consommation des antennes qui est plus basse par unité de données, mais je me méfie de ce point-là, je l'ai développé tout à l'heure. Alors, de façon générale, les smart cities, donc les transformations digitales de nos villes et communes, amènent à des impacts positifs au niveau de l'environnement. Je peux penser par exemple à toutes les technologies qui permettent de diminuer les consommations énergétiques dans les bâtiments publics, par exemple. Le fait d'avoir les chauffages qui se coupent de manière beaucoup plus efficace, avoir des capteurs qui communiquent avec des réseaux et qui permettent d'envoyer des informations d'ouverture ou de fermeture de chauffage, par exemple. Tout ça sont des évolutions qui ont un véritable impact environnemental positif. Donc il y a des raisons, il ne faut pas les nier, il y a des raisons environnementales de favoriser le développement à la 5G qui doivent être nuancées comme je l'ai fait tout à l'heure. L'argument médical et sécuritaire, on a parlé de l'argument médical. L'argument sécuritaire, c'est par exemple l'utilisation de caméras de sécurité qui, grâce à la 5G, pourraient être plus efficaces. Donc il y a là aussi une série de raisons d'être favorable pour développer ces nouvelles technos, y compris la 5G. Il y a certainement un autre argument que j'ai pas encore traité jusque-là, c'est l'argument de confort pour le citoyen, qui est associé à la notion de saturation des réseaux. La présentation d'Agoria dont je vous parlais tout à l'heure a une image assez forte de Bruxelles saturée en fait en termes de 4G, où la connectivité 4G arrive au bout de ses forces par rapport à la quantité de données qui transitent sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure, et à la capacité de ces antennes. Il y a une saturation qui devient de plus en plus importante dans les grandes villes. Alors peu évidemment dans les zones rurales dans lesquelles on se trouve, mais dans les grandes villes de plus en plus. Il faut savoir qu'à New York, par exemple, quelques années, on développait des réseaux Wi-Fi publics pour venir compenser la saturation des antennes de connectivité 3G, 4G à l'époque. Donc cette saturation, c'est une réalité et la 5G va permettre en partie de résoudre ce problème de saturation et donc augmenter le confort de la population. De la même façon que quand on est passé de la 3G à la 4G, on a considéré que ça nous amenait un confort additionnel. Et puis donc dernier point, cet argument économique que je vais développer en quelques points, qui est au cœur des débats. Pour le moment, encore ce midi, je participais à une réunion sur les taxes pylônes qui montrait tout l'impact économique du développement de cette 5G, mais je vais développer ça ici. Donc, premier point, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, les entreprises continueront à s'installer en province de Luxembourg. Donc, je prends ici la province de Luxembourg parce que c'est là où certains d'entre nous se trouvent. Les caractéristiques virtuelles de cette conférence fait que
Nous avons aussi des non-luxembourgeois, mais on est aussi donc à la section sud Luxembourg de cette extension de l'ULB. Donc je prends ici la circonstance luxembourgeoise, la province de Luxembourg. Donc les entreprises continueront à s'installer en province de Luxembourg s'il y a de la 5G. On voit, donc je disais, mon employeur, c'est Idelux, on travaille aussi sur le développement économique, donc on organise des parcs d'activités économiques sur lesquels viennent s'installer des entreprises qui ont besoin de place simplement pour continuer à grandir, pour engager des gens. Et les entreprises demandent de la connectivité sur les parcs. Elles demandent de la connectivité filaire, elles demandent de la connectivité 4G et elles demanderont demain, quand ce sera un standard établi, elles demanderont de la connectivité 5G. Nos capacités d'innovation en Wallonie et en province de Luxembourg ont besoin de 5G aussi. Les technologies, je l'ai dit, je pense que je l'ai développé suffisamment. Les nouvelles technologies arrivent avec des nécessités de 5G ou de solutions de télécommunication plus efficaces que la 4G en tout cas. Et donc nos capacités d'innovation ont besoin de pouvoir expérimenter cette 5G. Le ministre Boursu disait ce midi que son objectif là, à court terme est de pouvoir développer des proof of concept, donc des laboratoires d'expérimentation de 5G le plus vite possible en Wallonie. Parce que vous savez peut-être que la Flandre a déjà ses laboratoires, notamment le port d'Anvers, sur lequel la 5G est déployée à certains endroits pour commencer à l'utiliser. Le risque pour la Belgique a été estimé par la FEB, donc la Fédération des entreprises de Belgique, fin 2019, donc ça commence à dater un peu. Mais l'estimation à ce moment-là, par la FEB, prendre les pincettes nécessaires ici, était de 3 milliards d'euros et de 36 000 emplois pour la Belgique, donc entre fin 2019 et probablement 2022, 23, 24. Je ne suis pas sûr quelle période cette étude était réalisée, mais ça vous donne un ordre de grandeur de l'impact économique que serait la décision de ne pas déployer la 5G en Belgique. Alors il y a un exemple vraiment un peu, tout bête, un peu naïf, mais que je trouve assez intéressant. Il faut imaginer les voitures autonomes dans quelques années, et il faut imaginer un touriste qui veut rentrer en Wallonie, mais qui ne pourrait pas continuer à rouler sur les autoroutes avec sa voiture autonome parce que il n'y aurait pas de 5G en Wallonie. Donc voilà, me semble-t-il, encore une fois, un exemple un peu trivial peut-être, mais une circonstance qui me semble assez intéressante pour comprendre que cette 5G, si elle est développée un peu partout, je ne vois pas comment la Wallonie pourrait décider de ne pas poursuivre dans la même direction. Et je vais aborder dans un instant là aussi le déficit démocratique que ça peut laisser percevoir. Parce que si nous ne le faisons pas, et c'est ça une idée un peu choquante, mais réelle, je pense, c'est que si nous ne le faisons pas, les autres le feront, avec des enjeux économiques, régionaux et nationaux dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il n'y a pas de 5G en Wallonie, les entreprises iront s'installer en Flandre. Si les entreprises vont s'installer en Flandre, il y aura plus d'emplois en Flandre. Donc, ce sont des mécanismes tout simples, mais qui me semblent particulièrement réels et d'application dans ce type de contexte. Ou alors, personne ne le fait. Il faudrait que tout le monde entier, décide de ne pas embrasser ces progrès et ne pas déployer la 5G et la repenser de façon éco-responsable. Mais la Wallonie ne peut pas décider ça seule, me semble-t-il, ça ne fonctionnerait pas. Même si, peut-être une petite nuance ici, c'est que le fait d'avoir des zones blanches, donc des zones où il n'y a pas de connectivité, c'est peut-être une opportunité pour la Wallonie, parce que nous avons des territoires qui ne sont pas habités, et le fait de pouvoir maintenir sur ces territoires des zones où il n'y a pas d'électromagnétisme, il n'y a pas d'ondes, ça pourrait être un concept intéressant, mais de là à dire que la Wallonie ne veut pas développer la 5G, ça me semble aujourd'hui, peut-être malheureusement, mais je crois que c'est une réalité, ça ne me semble pas réaliste. Et donc cette question, alors on va là vers un peu plus de philo, c'est pas ma spécialité, mais le progrès est-il donc inéluctable ? Avons-nous donc l'obligation d'y aller ? Est-ce une obligation pour nous ? Ne pouvons-nous pas avoir le choix de ne pas y aller ? C'est une question très complexe. Donc, comme je le disais, si on le fait pas, les autres le feront. Ça me semble aujourd'hui particulièrement évident. Donc, conclusion, il faut le faire. Mais non, on veut être libre. On veut décider de pouvoir ne pas le faire. Mais sommes-nous vraiment libres sur ce genre de sujet ? Je sais pas, je laisse la question ouverte. Enfin, je pense que plutôt non, d'où la nécessité aussi d'éco-responsabilité, de vraiment pouvoir intégrer dans le développement de cette nouvelle technologie de l'éco-responsabilité, de l'éco-conception dès le tout début du développement de ce type de technologie. Voilà, j'en arrive à une conclusion.
Donc, je pense que j'espère en tout cas avoir été clair sur le fait qu'à mon sens, cela ne fait pas de sens, c'est le cas de le dire, de s'opposer de manière farouche au développement de la 5G. Ça ne fait pas non plus de sens de la soutenir de façon béate et sans réflexion. Il me semble qu'il faut une position équilibrée entre le développement d'une 5G contrôlée et le fait de ne pas en vouloir, ou en tout cas d'en contrôler ses effets. Il faut fondamentalement éco-concevoir chacun des outils, chacun des progrès technologiques que nous mettons en place. Il faut cette notion d'éco-conception, ça me semble vraiment très important. Utilisation équilibrée, je l'ai dit, respect des normes et respect des normes équilibrées aussi. Il faut que les normes soient équilibrées et puis il faut que le respect soit sur la table. Il faut continuer à réaliser des études d'impact. Récemment, un groupe d'experts wallons a été mandaté par le gouvernement wallon pour produire un rapport. On a pu lire dans ce rapport en fait des avis divergents, montre que des études d'impact sont encore nécessaires pour objectiver, pour clarifier, pour avoir finalement une démarche scientifique complète qui va jusqu'au bout des choses et qui permet de prendre des décisions efficaces. Et puis, je l'ai dit, il me semble que l'idée de faire de cette technologie, la 5G comme les autres, un bien commun, l'idée d'une appropriation citoyenne me semble aussi fondamentale pour pouvoir les faire évoluer sereinement. Et voilà qui conclut mon exposé, Paul.